Salut les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une vidéo consacrée à Myth, une nouvelle vidéo après une longue absence, pour vous présenter non pas un contenu officiel ou de la règle, mais un ensemble de fichiers fait par un fan disponible sur BGG qui s'appelle Myth Dungeon, qui m'a vraiment bien impressionné. Alors, pour moi, le plus gros problème de Myth, c'est, pas loin d'être le seul, mais bon, il y a des petits détails, mais c'est ce que je vais appeler le cadre, c'est-à-dire ce qui se passe entre les modules ou entre les séances, les aventures, le mode aventure, entre les sessions du mode aventure. La manière dont le jeu se remet à zéro, qu'on supprime tous les objets, que tout dépend du nombre de titres qu'on ait, le système de progression n'est pas forcément hyper intéressant, enfin pas de progression, mais il n'y a pas vraiment de le sentiment de persistance est assez faible, enfin, je trouve personnellement. Donc c'est avec ça en tête que cette personne, en partie, que cette personne a fait ça. Alors en quoi ça consiste? Déjà, il y a pour l'instant, donc ça c'est le premier pack. Il y a la carte du monde qui sera disponible dans le hardcover et probablement en ligne, qu'on peut déjà trouver en version basse définition, hein, il me semble bien, avec différents lieux. Chacun de ces lieux a une carte quête, une carte de lieu. Qui permet de faire différentes choses et qui permet de faire progresser une réputation dans ce lieu-là. Et d'ajouter un petit peu de persistance. Voilà. J'ai pas encore testé le système, mais ça m'a suffisamment intéressé pour vous dire, allez voir, c'est bien fait, c'est malin. Il y a des choses à réfléchir là-dessus, que ce soit à utiliser tel quel ou pour s'en inspirer. Donc ça, c'est la partie cadre. Il a également développé tout un système de quêtes qui sont plus proches du dungeon crawler classique, avec de l'exploration aléatoire. Même s'il y a une scénarisation. C'est très intéressant, c'est très malin ce qu'il a fait, c'est très bien. Je suis peut-être un petit peu moins intéressé par ça. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de contenu déjà. Enfin, en tout cas, s'il se décide à livrer la vague 2. Et comme il y a beaucoup de contenu, de toute manière, il y a 160 cartes quêtes. 15 modules, bon bref, t'es en train de traduire ces modules pour arriver à lancer le projet d'impression groupée des modules. Si ça vous intéresse d'ailleurs, laissez-moi un message ici sur TrickTrack ou ailleurs sur BGG ou sur les autres sites que je fréquente. J'ai fait une petite digression, excusez-moi. Ça m'intéresse peut-être un petit peu moins, même si c'est très malin. En revanche, ça n'utilise que la boîte de base. C'est peut-être intéressant pour s'y remettre. Ça nécessite rien. Si vous n'avez pas le Kickstarter, si vous avez juste la boîte de base, vous pouvez le jouer. Ça utilise quasiment que des crawlers ou des grubbers. C'est très malin. Donc vous avez cette carte, et vous pouvez aller de lieu en lieu. Je vais vous montrer maintenant. Alors, excusez-moi, je vais vous montrer maintenant les cartes lieux. Hop, les voici. Il a fait 3 lieux pour l'instant, qui sont des cartes recto verso à imprimer soi-même, assez grandes pour pouvoir les lire, qui permettent de faire des choses différentes, qui ont des réputations différentes, etc. Wagon Cross, ou Wagon Cross, je sais pas comment il prononce, il est allemand, notre ami Tobias. Permet de faire toutes ces quêtes à lui, tout le système de quêtes à lui qu'il a créé. Je vais revenir après parce que je vais utiliser cette carte là pour expliquer
son fonctionnement, c'est très bien fait. Ensuite, il y a une carte pour le camp Wakanda qui permet de déclencher jusqu'à 4. Alors bon, si vous voulez en faire plus, c'est votre choix, jusqu'à 4 chaînes de quêtes, de cartes quêtes. Donc ça permet d'utiliser nos fameuses sessions aventure avec des cartes quêtes et avec un système pour rendre la sélection des tuiles ou comment on les peuple, c'est-à-dire comment on rajoute les ennemis, etc., de manière aléatoire. Effectivement, un truc qui passe pas dans Myth chez certaines personnes, c'est cette fameuse dans le mode aventure, donc pas dans le mode pas dans les modules, mais puisque ceux-là ils sont figés, mais qui permet qui nous permet normalement de dire bah tiens, ce coup-là je vais faire une tuile 6 par 6. Ah tiens, ce coup-là je vais mettre un groupe de monstres comme ça. Ah bah la tuile elle nous donne le choix, j'en mets une ou j'en mets pas, je mets une quête ou j'en mets pas. Donc là ça permet de gérer ça et de faire toute cette partie aléatoire. Donc bah si c'est un mode d'exploration qui vous plaît plus, ce qui honnêtement peut tout à fait être mon cas. Je pense que ça peut être plus sympa que de décider tout soi-même. C'est plutôt malin. Et il a fait également une troisième carte qui permet de jouer les modules. Alors cette carte là, comme c'est le premier pack de donjon qu'il a fait, permet de jouer Stone of Life, qui est le premier module d'introduction à jouer, qui est d'ailleurs traduit sur myth-fr.net, qui est gentiment maintenu par Expectral, qui est en cours de recorrection pour préparer l'impression des modules. Excusez-moi, je viens de perdre mon... Voilà, qui permet de faire ça. Tobias a créé ça parce que a créé ce système, il a intégré quand même les modules, mais c'est pas un fan des modules parce qu'il préfère le côté aléatoire. Il trouve, et c'est, je pense que un certain nombre vont trouver ça, qu'il y a énormément de background, de texte à lire pendant ces modules. Alors c'est très louable de la part de Megacon, parce que ça représente un boulot d'écriture énorme, ils adorent ça, hein, mais je trouve les histoires des modules plutôt sympas, en tout cas assez variées, il se passe plein de choses, ça nous en apprend beaucoup sur l'univers de Myth. En revanche, c'est long à lire pendant les sessions, il y a beaucoup de textes, l'introduction de l'acte, l'introduction de la tuile, la conclusion de la tuile, l'introduction de la tuile suivante, etc. Il y a beaucoup à lire. C'est très bien. Enfin, franchement, voilà, je trouve que ça développe énormément le monde. Si vous avez lu les deux modules, alors vous n'avez peut-être pas voulu vous spoiler, mais quand vous lisez les deux modules qui sont aussi disponibles sur le wiki, des extensions, des deux extensions Blackwall et Canis. Et ben, on en apprend beaucoup sur le monde, il se passe plein de choses, ça ouvre des perspectives. Enfin, moi je trouve l'écriture vraiment pas mal. Alors j'ai pas lu les 14 nouveaux modules que j'ai reçus là, parce qu'ils sont en cours de traduction et que c'est pas moi qui traduis la partie background. Merci Julien, ARS, etc. et tous les autres d'ailleurs. Moi je ne traduis que la partie technique et je fais la mise en page et je fais tout, enfin bon bref, je fais tout le reste. Voilà, donc ça permet de faire un module, ça permet de faire le mode aventure, donc les cartes quêtes, et ça permet de faire le système de quêtes qu'il a créé. Donc je vais vous le montrer. Le système de quêtes qu'il a créé, c'est ça, avec des cartes spéciales pour les quêtes, et je vais rentrer dans le détail. Il a également créé des cartes qui représentent les objets de royaume. Par exemple, une pile d'ossements, un squelette au sol, la porte de la prison, une sortie, des œufs d'insectes. Bon là c'est un défaut de mon doc, hein, c'est pas sur le leur, j'ai dû ouvrir une page de commentaires. Un baril qu'on peut fouiller. Comment ça se passe ça permet d'avoir sous forme de carte ce contenu qui est normalement écrit dans le texte du module. Donc ici, bah, quand vous le mettez en place, vous choisissez une
une case pourpre, vous le mettez dessus. Ici, quand vous le placez, vous lancez un dé, il se passe ça, si ça fait une condition de mise en place spéciale. Ici, ça veut dire que vous pouvez faire une seule fois ce test pour le fouiller. RO, c'est Realm Object. Je ne sais pas si vous arrivez à lire d'ici, mais ça veut dire Search this Realm Object. Il faut être adjacent au pion, il faut lancer un dé 10 et regarder sur la table. Sur 0 à 3, la progression des ténèbres augmente de 1. 4 à 12, on trouve un morceau de viande à l'intérieur qui est l'objet de la première quête. 13+, parce qu'on peut avoir des bonus sur un des 10. C'est lié à cette partie-là de mise en place, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pouvez récupérer un objet vert. Voilà. Donc il a écrit tout sous forme de carte, tout ce qu'il va avoir besoin dans son donjon. C'est bien. C'est très bien, ça rend les choses plus pratiques. Alors après, je pense que si Megacon avait fait ça pour tous ses modules, ça serait un petit peu compliqué. Il a fait aussi un marchand spécial et un entraîneur. J'y reviendrai plus tard. Il a également fait 3 mini-boss, un allié, qui servent pendant ses propres modules, ses propres, on va dire, je sais pas comment trop les appeler, ces histoires. Il a également fait des objets. Une partie des objets sont des objets liés à l'exploration, la partie aléatoire d'exploration du donjon, genre une carte, une corde, des choses comme ça. Donc ça, j'ai aucun souci avec ça. À titre personnel, il a fait également des objets, des armes. Je suis pas très intéressé, on va dire plutôt, par le contenu qui change le gameplay des héros. Faire une adversité très très forte ou trop faible, genre des nouveaux monstres, ces mini-boss par exemple, j'ai aucun problème. S'ils sont pas parfaitement testés, s'ils défoncent le groupe, enfin, c'est pas un drame absolu. En revanche, faire une arme qui va changer l'équilibre du jeu sur tous les prochains modules, même officiels ou pas, je suis plus sceptique, je n'aime pas trop, mais c'est facile de jouer sans, de l'ignorer. Ça change pas l'intérêt du cadre qu'il a créé. Il a fait également, dans la même veine, un entraîneur qu'on peut aller voir et chez qui on peut acheter des cartes compétences. Ces cartes compétences étant rajoutées à son deck, comme une carte avancée normale. De la même manière, ça change la manière de jouer les personnages. Ça peut être très très bien designé, mais quoi qu'il arrive, voilà. Mais c'est quelque chose qu'on peut ignorer tout à fait. Il a fait également, en utilisant des tuiles vendues dans le commerce, mais dont l'auteur a accepté de lui donner une dizaine de tuiles comme ça, de tuiles 6x6, des tuiles à imprimer, qui permettent de faire cette génération aléatoire avec de l'eau, des règles spéciales, etc. Vous piochez une tuile au hasard et ça permet de créer le donjon. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les tuiles peuvent être illuminées ou pas, c'est géré dans le système. C'est très très... Enfin voilà, c'est très bien fait. Bon, ça demande un peu d'impression. Si vous les avez pas, vous pouvez le jouer avec d'autres tuiles. Voilà, bien entendu, pour voir si ça vaut le coup pour vous d'investir le temps pour le fabriquer. Vous pouvez faire ça sur des tuiles en papier. Moi, j'ai fait un petit peu en carton plume. J'ai pas encore testé, comme je vous l'ai dit. Il a fait également des pioches de pions à imprimer. Les œufs, des toiles d'araignée, des squelettes, des trucs qui marquent une tuile et il y a du gaz empoisonné, des barils dont je vous ai parlé à l'instant, etc. Bon, plein de choses. Voilà. Ok, comment ça fonctionne? Je vais utiliser la carte du lieu spécial qu'il a créé pour ses aventures pour vous expliquer. Tout en haut à gauche, vous avez le nom, la tuile, qu'est-ce qu'il faut comme pour l'instant il n'y en a qu'un, mais il faut être novice, donc avoir un perso qui n'est pas passé en mode journeyman, donc qui n'a pas débloqué sa nouvelle tuile, sa nouvelle classe, pardon. Si on se déplace de lieu, il y a deux coups. Un, si les différents lieux sont pas adjacents. Un, si les lieux sont adjacents. Les 3 lieux de la boîte de base sont adjacents. Donc quoi qu'il arrive, revenir à Wagencross, si on est allé ailleurs, Wagencross, c'est gratuit. Si quand il est en train de créer le deuxième pack, par exemple, qui sera beaucoup plus loin, donc passer d'un grand lieu à un autre coûtera un peu plus cher, un peu plus d'or, etc. Bon, ça c'est sa construction de monde. Et ça donne accès à la suite de quêtes, les égouts de Wagencross. Ce côté-là sera utilisé quand on sortira de la mission. Donc quand on sortira de la mission, on utilisera ça, et je vous l'expliquerai à la toute fin. Ça, c'est la carte de lieu qui va être commun à toutes ces missions-là. On va l'utiliser et on va la combiner
hop, vous verrez en dessous, on va placer en dessous la carte mission et ça va augmenter la taille de cette table-là qui servira à l'exploration. Je vous l'expliquerai. Ensuite, vous avez un certain nombre de sous-règles. Par exemple, ici, le niveau d'alerte est élevé, donc quoi qu'il arrive, à la fin du tour, même s'il n'y a pas d'ennemis, on rajoute un PA en plus. Il a accéléré un petit peu le jeu. Il y a un système de torches qui permettent d'illuminer les tuiles et d'éviter d'avoir certains malus. Il y a les règles pour quand tu as les pieds dans l'eau, les fameuses cases bleues qui sont sur les tuiles que je vous ai montré tout à l'heure, plus éventuellement du gaz spécial empoisonné, et on peut attirer l'attention de la mort rampante, donc le boss des rampants, qui peut finir. De temps en temps, vous allez entendre sentir des tremblements de terre, et s'il y en a 3 de suite, vous pouvez forcer le combat contre juste une étape de la mort rampante, la première étape de la mort rampante, avant qu'elle s'enfuit. Ça, je vous explique juste après. Ensuite, vous allez le combiner avec le premier scénario, par exemple. Donc, vous avez d'un côté tout ce qui est objectif de scénario, texte d'ambiance, difficulté, niveau 0, ça. Durée du scénario, donc entre 6 et 8 tuiles maximum, sachant qu'il y a un petit dé à faire pour que ce soit aléatoire combien de tuiles ça va durer. Ce scénario-là étant un peu particulier, on peut facilement sortir avant ces tuiles-là. Elles sont beaucoup plus petites que les tuiles normales. Vous avez donc ça, je vais vous l'expliquer après. Vous avez également tous les composants reçus, donc les insectes, les cartes ténèbres des insectes, les cartes monstres des insectes, les antres des insectes, un piège Consuming Darkness, alors en français je sais plus comment je l'ai traduit, les pions sortis, les pions trémors, donc tremblement de terre, les barils, enfin bon bref, tout ce dont vous allez avoir besoin pour ça. Comment mettre en place la première tuile? Donc ici, il faut placer une tuile avec un pion sorti, ou entrée, hein, mais qui va nous servir de point d'entrée. On va choisir au hasard une tuile, on va la poser. Le nombre de tuiles qu'on va faire ici, avec la règle est exactement expliquée. Ce qui se passe quand on trouve la dernière tuile. On gagne, si on trouve la dernière tuile entre 6 et 8, suivant le jet qu'on a fait, on gagne 2 karma, on place un antre, parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'antres dans ce scénario particulier, et ça sert un petit peu d'objectif. Et ici, une règle sur les spawns, spéciale sur les spawns. Donc dans ce scénario-là, par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir d'antres pour avoir des spawns. Ils vont rentrer par les sorties non explorées. Ça, sont les détails de cette mission-là. Ça peut changer de mission en mission. Et je vais plutôt rentrer dans le fonctionnement. Donc comment ça fonctionne? Donc vous allez avoir, une fois qu'on aura commencé le scénario, vous allez avoir ces 4 lignes là, qui sont en bas de... Oh pardon, excusez-moi. Ces 4 lignes qui vont être en dessous de celles du lieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué, quand on explore, quand on révèle une nouvelle tuile, donc quand on arrive au bord d'une tuile avec un côté ouvert, on va dire, on peut regarder sur l'autre tuile. On la pose, on lance 4 dés de destin, et en commençant par le bas, c'est-à-dire que là je peux pas vous le montrer, mais en commençant par les 4 résultats liés particulièrement au scénario qu'on est en train de faire, on va, suivant les résultats de nos 4 dés de destin, on va remonter et on va résoudre ça. Ça permettra de peupler la tuile. Par exemple, si à la fin il reste un, puisque c'est celui qui est tout en haut, hein, je rappelle dans Mythe, c'est l'inverse un peu de la logique. S'il y a un, j'ai jamais bien compris pourquoi il a fait ça à l'envers. Si jamais il y a un symbole ténèbres, et ben ça va faire un pack de monstres errants, de 6 monstres errants. Donc il a tout rendu aléatoire. Donc ça, sont ce qu'on peut trouver dans toutes les tuiles des égouts, quelle que soit la mission qu'on est en train de faire. Et vous avez bien entendu, pour pouvoir remplir la mission, vous avez les 4 de... Enfin, les 3 de... Là, il y en a que 3, parce que exploration, il faut rajouter ses résultats à la table. Donc, toujours, on va placer 3 barils, puisque l'objectif de ce scénario-là, c'est de trouver des morceaux de viande. Donc, il faut qu'il y ait des barils. Donc, à chaque tuile, on aura des barils. Les fameux barils, donc, je vous ai montré tout à l'heure, où il faut lancer un dé.
Si vous avez 2 fois ça ou 2 fois ça, bah, une sortie qui permettra de sortir plus rapidement, d'éviter d'avoir à revenir à la tuile d'entrée. Des mushrooms qui sont des sortes d'antipoison. Si vous quittez la tuile, si vous quittez la quête parce que vous pensez que c'est trop dur, et ben ça va vous faire perdre un peu de vitalité, il va y avoir une pénalité de sortie, etc. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de gérer la partie complètement aléatoire du donjon. Vous avez également, il a toute une règle liée aux torches qui sont expliquées dessus. Si vous avez, qui sont expliquées sur la carte lieu, si il y a les tuiles, elles vont pouvoir être illuminées ou pas. Donc ça dépend de la tuile. Celle-là, elle n'est pas illuminée, par exemple. Celle-là, elle n'est pas illuminée. Celle-là non plus. Celle-ci, vous voyez, il y a un peu de lumière sur la tuile et il y a un symbole torche pour en être sûr. Celle-ci, vous n'avez pas de pénalité. En revanche, si vous avez, si vous n'avez pas s'il n'est pas illuminé et que vous dépensez pas un pion torche permet d'illuminer une tuile, on le dépense, etc. On en a un certain nombre gratuit au début, mais on peut en racheter. Au lieu de lancer 4 dés 4 dés de destin pour savoir ce qu'il y a sur la tuile, vous allez en lancer 6. Vous avez plus de chances d'avoir des merdes. Voilà. Donc ça, c'est tout le système qui est plutôt bien intelligent, assez développé qu'il a fait. Vous allez faire ça. Alors, il me faut le scénario. Hop. Voilà. Là, vous avez. Là, je vais revenir à l'intro du scénario. Vous avez un petit texte. C'est très court hein, par rapport au module, bien entendu. L'objectif ici, il faut récupérer 6 morceaux de viande et trouver un realm object, un objet de royaume sorti et de s'évader. Si jamais vous en récupérez 9 ou plus, vous aurez un bonus. Un petit texte quand vous réussissez la mission. Ici, si vous réussissez la mission de manière normale, vous allez gagner un or par morceau de viande que vous allez sortir. On les défausse. Et si jamais vous avez le bonus, vous en avez récupéré 9, vous gagnez 1 de réputation. Et vous pouvez plus refaire cette quête, mais ça vous permettra de faire la quête suivante. Et un petit texte d'échec si vous avez raté. Voilà. Donc ça, une fois que vous avez fini, qu'est-ce qui va se passer? On explore, on finit la tuile et on revient en ville. Et là, c'est l'autre côté de la carte de lieu qui va jouer. On va faire dans l'ordre ces différents éléments et ça va vous permettre de vous expliquer la persistance de cet univers-là. Ok, donc là vous avez le symbole de la réputation et vous allez faire dans l'ordre. Donc ici, si on a 1, 2, 4, 6 ou 8, la première fois qu'on atteint 1, 2, 4, 6 ou 8 réputations, vous allez pouvoir déclencher cet effet-là. Cet effet, c'est que le groupe choisit un objet vert de son inventaire et le groupe, hein, pas un personnage, le groupe, et dit celui-là, quoi qu'il arrive dans le futur, il sera persistant. C'est-à-dire que quand on remettra le jeu à 0, c'est pas comme dans Myth où on sait toujours quand est-ce qu'on remet à 0 tout, genre à la fin d'un module, systématiquement on remet tout à 0. Là, il y a je vais vous l'expliquer juste après, il y a un peu un synonyme, enfin un système de push your luck. En gros, on va pas remettre à 0 grand chose, même pas les points de vie, on va pas soigner automatiquement, etc. Et au bout d'un moment, bah, si on voit qu'on s'affaiblit trop, on déclenche un reset, un full reset, et à ce moment-là, le nombre, les objets, on ne gardera que par exemple les objets qu'on aura sécurisés. Voilà. À 5, à 10, on va garder un objet bleu. Si on n'a pas d'objet à garder, on peut gagner un peu d'or supplémentaire. À 3, à 7, on va gagner une manipulation de deck. Donc on va pouvoir améliorer son paquet. Ensuite, une fois que vous avez résolu cette phase, vous allez pouvoir voyager dans un autre lieu. Si on le fait, on ne va pas résoudre la partie qui est en dessous, c'est-à-dire visiter les marchands, etc. Donc à ce moment-là, bah, il faut payer le coût de la carte vers laquelle vous voulez aller. Et ensuite, eh ben, on va faire tout ce qui est là. Donc là, à 0+, donc quel que soit notre score de réputation, on peut acheter 3 torches pour 3 ors.
on peut acheter une potion de vitalité pour 4 or, pas besoin d'avoir un marchand. Si on est entre 0 et 2 en réputation, on pioche un marchand vert au hasard, et tous ses prix sont augmentés de 2, puisqu'on n'a pas encore une bonne réputation. Entre 3 et 6 réputations, on pioche un marchand vert au hasard. 7 plus, un marchand vert au hasard, et il nous vend tous ces objets pour 2 gold en moins. Et ensuite, on a globalement 2 possibilités. On peut se reposer légèrement, pas dans une auberge, mais à l'extérieur de la ville, dans un petit campement. Ce qui remet à 0 les points d'action, les karmas et la menace, sachant que en dehors de ça, ça ne se remet pas à 0. Sachant qu'il n'y a pas de moyen de cheeser le jeu, puisque bon, dans Myth, s'il n'y a pas de carte monstre, s'il n'y a pas de monstre sur la tuile, par exemple, on peut passer son tour et on tire pas de carte ténèbres. Ces donjons-là sont faits pour piocher des cartes ténèbres dès qu'on le fait. Donc c'est pas aussi simple, on peut pas attendre genre 10 tours, remettre toute sa menace à 0, tout ça. Donc à ce moment-là, on peut choisir de remettre ses points d'action, son karma et sa menace à 0 et de soigner tous les héros de 2. Ça coûte 0, c'est pas cher. Mais c'est pas un reset, une remise à 0, on va dire hard, c'est-à-dire qu'on garde tout ton or, on garde tout le reste, tous les objets qu'on a pu accumuler, toutes les potions, etc. Ou si on veut, on peut faire un hard reset, si on trouve que c'est trop dur, ça nous coûte de l'or, mais ça permet de soigner tous les points de vie, tous les points, etc., enfin tous les points d'action, sachant et de garder tous les objets qu'on aura sécurisés. Sachant qu'à terme, il y aura une espèce de banque qui permettra de sauver un petit peu d'or contre quelque chose, de sauver éventuellement un petit peu de karma, et qui permettra on va dire, d'améliorer sa persistance de scénario en scénario. Donc là, on va jouer jusqu'à tant qu'on peut le faire. Et par exemple, si on a un héros qui tombe hors combat, eh ben, on ne pourra pas le faire revenir avec le reset classique. Donc, il va falloir faire beaucoup plus gaffe à la manière dans laquelle on va jouer. Voilà. Moi, je vais réfléchir à ça, comment intégrer. Alors moi, mon objectif dans le jeu, c'est de pas faire 200 heures de jeu avec le même personnage. Hein. Moi, je vais devenir fou. C'est de faire plutôt une bande de héros et de faire des allées et venues dans les héros. Un coup, je vais jouer celui-là, un coup, je vais jouer celui-là pour changer, faire de la variété. Donc voilà, effectivement, si tu en as un qui est KO, comment en faire revenir un autre pour, au bout d'un moment, pour rendre le truc qu'on puisse pas tourner, on va dire indéfiniment, sans, enfin, pour pas tricher quoi. En gros, voilà, que mon envie de rotation des personnages n'altère pas ce côté-là qui a l'air d'être assez malin, enfin bien fait quoi. Et voilà, c'est tout. Les deux autres cartes lieux ont des effets similaires, sont résolus de manière identique, mais ça va être différent. Ici, on va pouvoir rencontrer l'entraîneur, un marchand particulier, le marchand spécial. La manière dont on se repose, c'est pas exactement la même chose. Et pareil pour pouvoir faire ce module. Voilà, ce module, entre les actes du module, on va pouvoir faire des choses différentes. Voilà. Voilà comment c'est géré. J'espère que ça va attirer votre curiosité. Je trouvais ça un peu long, d'expliquer tout ça sur un forum. J'ai trouvé ça plus sympa de vous montrer les cartes. C'était plus visuel surtout. Je sais pas ce qui se passe. Donc ma première interrogation, même si je trouve que c'est malin, qu'est-ce qui se passe si tu décides de jouer que les modules et les cartes quêtes par exemple, que t'as pas envie de te lancer dans tout ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche aussi bien que ça a l'air de marcher? C'est un peu ma seule vraie interrogation. La petite interrogation que j'ai sur est-ce qu'on peut pas cheeser le jeu si t'as l'acolyte, parce que c'est quand même, le jeu est extrêmement plus simple si t'as l'acolyte, puisque tu peux soigner à mort. Comment ça se passe? Voilà, bon, c'est des petites questions que j'ai. Il faudrait que j'ai le temps de tester, mais temps peu disponible là, dans les semaines qui vont venir pour jouer, et devant finir ma campagne de de Sword and Sorcery.
Il nous reste quelques séances encore à faire, assez peu, puisque nous avons que le premier tiers du jeu en gros. Voilà. Encore une petite digression. Je vais faire un petit point sur Myth. Si vous regardez cette vidéo autre chose que septembre 2017, c'est trop tard. Ça sera pas pour vous. J'ai reçu, si vous le savez peut-être, j'ai reçu tout le contenu de la vague finale de Myth à traduire. Tout est traduit, tout est, on va dire, tous les modules, enfin tous les éléments imprimés, toutes les cartes, les 1250 cartes sont terminés de traduire et ont été relus à divers degrés. Je suis incapable de vous dire si Megacon va livrer. C'est difficile à dire. Ils semblent montrer des signes qu'ils veulent livrer. Après, est-ce qu'ils ont l'argent pour tout livrer? Ils m'ont confirmé qu'ils livreraient la VF. Mais bon, c'est difficile pour moi de m'engager sur quelque chose. Si c'est pas le cas, bah, je dumperai tout à disposition pour tout le monde. S'ils nous abandonnent complètement, quoi. Ce que j'espère pas. J'ai également lancé une campagne d'impression des cartes item expansion 1, 2 et 3 en ajoutant les cartes du nouveau héros qui sont disponibles qui étaient disponibles pour les backers du Kickstarter de Dark Frontier, qui n'ont jamais été prévus dans les impressions de Megacon, qui me laissent gentiment faire sans trop me poser de questions. Donc venez sur Trick Track ou sur un autre forum et laissez-moi un petit message. Et si vous aviez raté ça, si c'est bien après septembre, je sais pas comment on va gérer, parce que là je fais une grosse commande, on est déjà 60 à commander. Pour plus tard, je sais pas trop comment je vais faire. On attendra peut-être qu'il y ait X nombre de... Mais je ferai pas ça indéfiniment. Je ferai peut-être ça, une livraison directe chez vous, et puis vous serez obligé de payer. Vous n'aurez pas les réductions qu'on a aujourd'hui sur la quantité, à la fois en expédition et tout ça. Ensuite, nous sommes en train de traduire les modules. Il y en a énormément de boulot, hein. Et de commencer à se renseigner sur l'impression de 3 bouquins 128 pages qui recensent tous les modules, les règles de Journeyman qui ne sont pas imprimés, éventuellement d'autres petites choses, dont les modules gratuits, les modules payants, les modules gratuits, comme ils étaient prévus qu'en PDF, 3 couvertures souples, quadrichromie. Les premiers prix que j'ai seraient autour de 32 € sans aucun calcul de transport. Ce qui me paraît correct. Il y a également un Google Doc pour pouvoir vous inscrire en vous disant si ça se fait, contactez-moi, donnez-moi le prix et je vous dirai si ça m'intéresse. Pour l'instant, c'est pas encore une inscription ferme, contrairement au Google Doc pour les cartes, puisque là, d'ici quelques semaines, j'attends les exemplaires de test que j'ai commandés. D'ici quelques semaines, je vais recevoir tout ça. Je vais recevoir tout ça. Je vais lancer l'impression concrète là. Et je me suis fait payer tout. Je me suis fait bloquer mon compte PayPal là pour quelques jours, le temps que je régularise mon envoi de cartes d'ailleurs. De cartes de prouver mon identité histoire. Il vérifie qu'il n'y a pas de blanchiment. Ce qui pose pas de problème. Donc pour ce deuxième élément. Rien n'est encore figé, je peux encore même décider de ne pas le faire si je trouve que c'est trop galère, trop de boulot. Et puis si surtout on est trop peu nombreux, je ferai pas une commande groupée, quoi, parce que pour une impression groupée, chacun se démerdera, je filerai les PDF, puis chacun se démerdera. C'est à partir de 50 exemplaires en impression numérique, on a un petit peu de réduction. Avant ça, chacun se démerdera, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que ce projet va aboutir de tous les côtés, quoi, que ce soit de Myth ou de nous. En tout cas, nous, on fournira la traduction. Voilà, je peux vous le dire. Hein. La traduction des modules est en cours. Il y a énormément de choses à faire. Moi, je traduis que la partie technique et pas la partie background. Donc, ça dépend pas que de moi, mais j'ai des gentils, énormément, une armée de gentils correcteurs.
un peu moins, beaucoup moins de gentils et traducteurs, mais quand même qui me rendent beaucoup de services. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intrigué, que vous allez avoir envie de regarder. Je garantis pas que je vais traduire ça. C'est intéressant, mais bon, priorité au module, on verra plus tard dans le temps. Je pense que le niveau d'anglais est faible, n'est pas lié aux joueurs. Le texte de Fluff sont très courts, c'est pas des pages et des pages comme dans les modules. Donc voilà, donc ça ce sont les règles, tout ce qu'il a mis en place. C'est pas très compliqué, il y a quelques pages, hein. Bon, il y a un peu plus que ce que je pensais, hein, mais enfin que ce que je pensais, bon, il y a quand même un peu de texte. Mais c'est très simple, c'est ce que je vous ai expliqué. En gros, vous savez tout, hein. Vous savez toutes les règles. C'est juste la description des différentes sections, comment on combine. Mais en fait, je pense pas que j'ai oublié la moindre quête, la moindre règle de tout ça. Bon, là, il y a des petites règles sur savoir ce qu'est un truc non exploré. Bon, c'est facile, hein. Enfin, c'est quand même assez visuel, hein. On voit bien, ça, c'est un mur. On peut pas explorer par là. Là, c'est une ouverture, donc on peut explorer par là. Bon, bref, c'est pour la partie aléatoire du donjon. Ok, ben je vous dis à bientôt pour un autre jeu, je sais pas trop, comme je fais pas beaucoup de quêtes. Si vous voulez me laisser des messages, je suis désolé, c'est pas mon adresse email principale celle-ci, et je viens pas souvent voir les commentaires. Cherchez-moi sur un autre support si vous voulez absolument une réponse, hein. Je suis pas un youtubeur professionnel, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est très confidentiel, hein, ce qu'on fait entre nous. Donc je réponds peu, c'est plutôt pour donner des infos aux gens, quoi. Bonne journée, à bientôt.